Bonsoir tous les trois. Maurice Sartre, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Syrie gréco-romaine et précisément c'est la période à laquelle la reine Zénobie régnait à Palmyre. C'est un ouvrage que vous venez de publier, Zénobie de Palmyre à Rome, chez Perrin. Vous êtes également professeur émérite à l'université François Rabelais de Tours et vous avez publié une élégie, un cri d'amour pour Palmyre dans le monde. Aujourd'hui, on y reviendra évidemment dans un instant. À côté de vous, Camille Grand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Et à côté de vous, Agnès Levallois, vous êtes consultante spécialiste des pays arabes. Nadia, une question d'un de nos curieux spectateurs. Oui, et c'est En une 28 question, secondes. qu'on se pose tous, je pose pense. tous, oui. Peut-on s'attendre dans les prochaines semaines au contrôle de Damas par l'État islamique ou du moins à une tentative? Camille Grand, Palmyre, c'était un peu le dernier verrou avant Damas. Ça se trouve à peine à 200 km, un tout petit peu plus. Est-ce que c'est aujourd'hui une affaire de semaines? Alors, l'État islamique s'est clairement rapproché de Damas, puisqu'ils sont à 240 km de Damas. En même temps, c'était une avancée dans le désert. Hein. C'est pas un changement, c'est pas la conquête du territoire syrien, de la Syrie utile, de ce point de vue-là. Ce qui est clair, c'est que c'est la première fois qu'ils sont directement face au régime de Bachar el-Assad. La plupart de leurs conquêtes auparavant étaient contre l'opposition. Donc on est dans un face-à-face maintenant entre le régime et l'État islamique, en tout cas dans cette zone, qui pose une vraie question sur l'étape suivante de la progression ou non de l'État islamique. C'est l'objectif, en tout cas, aujourd'hui? Il est clair que l'État islamique, pour l'instant, est en train d'asseoir son emprise territoriale sur une partie qui s'étend, à la fois en Irak et en Syrie. Et donc, à travers ce positionnement, ils se mettent dans une situation d'être un acteur majeur qui n'est pas un élément de l'opposition cantonné dans une petite zone. On va quand même revenir à Palmyre. Maurice Sartre, c'est un site majeur du monde méditerranéen qui a été découvert au XVIIe siècle. C'est une ville qui a plus de 2000 ans. C'est un carrefour, ce fut un carrefour, un lieu pour nos imaginaires assez extraordinaire. On sait ce qu'on perd si Palmyre est détruite par Daesh. Et puis on sait aussi qu'on ne sait pas ce qu'on perd. Parce qu'il y aura des merveilles archéologiques qu'on ne pourra jamais étudier, c'est ça ? Oui, Palmyre, vous avez dit, c'est d'abord un des sites majeurs de la Méditerranée. J'ai envie de dire, c'est aussi un des sites archéologiques majeurs sur la surface du globe. Et il est dans cette poignée d'une dizaine de sites comme Angkor, Petra ou Machu Picchu. À ce point-là? Oui, c'est un site absolument, d'abord qui est beau. Il est important parce qu'il est beau. Et je trouve que priver l'humanité de quelque chose d'aussi beau que Palmyre, c'est en soi déjà un crime. D'autre part, c'est une ville qui a une très longue histoire, mais il est vrai que ce que l'on voit, et les ruines que vous voyez et qu'on nous montre en ce moment, les fameuses colonnes, si souvent, c'est en fait la Palmyre des 3 premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire la Palmyre romaine. Car Palmyre, c'est une ville de l'Empire romain. Et je corrige un petit peu votre présentation de tout à l'heure, Zénobie n'est pas reine de Palmyre, parce qu'il n'y a pas de royaume à Palmyre. Elle est reine, mais pour d'autres raisons, peu importe. Mais donc... il reste beaucoup encore, il y a des dizaines d'hectares à fouiller, il y a des nécropoles qui ne sont pas découvertes, et il nous manque encore cette autre Palmyre, plus ancienne, celle du deuxième. Vous êtes allé là-bas? Vous avez fait des fouilles, des recherches? Vous êtes allé là-bas? J'ai pas fouillé à Palmyre, mais oui, vous avez marché. j'y suis allé. Vous dites 15 ou 20 détruire fois. Palmyre, c'est comme détruire Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a Oui. aussi Il une y a aussi tout sédimentation l'imaginaire. culturelle d'imaginaire. L'imaginaire pour les Syriens, Et d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas d'identité oublier nationale aussi. d'identité nationale. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a les Syriens. Et ils sont, eux, en première ligne. Et pour eux, Palmyre, c'est le grand site. C'est le site qui, en quelque sorte, traduit à l'égal de la mosquée des Omeyyades, par exemple, la grandeur qu'a pu connaître la Syrie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est essentiel. C'est une Et perte puis, irrémédiable. pour toute l'humanité, c'est un exemple extraordinaire de fusion, de cosmopolitisme, de métissage des cultures. À l'époque. Donc Palmyre, pour ça, a une importance absolument considérable. Une carte. Palmyre Oui, n'est pas le seul... Oui, nous parlons de Palmyre comme si elle était déjà détruite et c'est ce qui Elle est prise. pèse sur nous. Aujourd'hui, il y a des raisons de penser comme ça parce que Daesh, au fur et à mesure de ses conquêtes, de ses avancées, on le voit sur cette carte, a détruit en Irak, avait ravagé le musée de Mossoul, avait ravagé la tombe du prophète Jonas, avait ravagé la ville assyrienne de Ninive, les ruines de Nimrod, avait ravagé Hatra. D'autres sites sont menacés. Question Agnès Levallois, toute cette destruction du patrimoine de l'humanité, est-ce que ce sont des dégâts collatéraux ou est-ce que détruire des ruines symboliques fait partie de la stratégie politique
délibérée des djihadistes? Oh, c'est une politique délibérée de cette organisation d'État islamique qui veut absolument s'attaquer à tout ce qui est avant l'islam, tout ce qui est anti-islamique. Et là, il y a une vraie volonté. Et puis la deuxième volonté de cette organisation, c'est de la communication. Et on sait que Daesh est très efficace en termes de communication. Et en s'attaquant à des sites comme les sites de Ninive, d'Imrod ou le musée de Mossoul ou éventuellement de Palmyre, cette organisation sait très bien qu'on va énormément parler Ce que l'on d'elle, fait par exemple ce que l'on fait ce soir, et qu'après les quelques revers quand même qu'avait subi l'État islamique ces dernières semaines, ces derniers mois en Irak, avec la prise de Ramadi et l'avancée sur Palmyre, on reparle de ça et vraiment tous les regards sont vraiment sur Palmyre. Ils détruisent des statues des idoles parce qu'ils y croient, ce sont des intégristes, ou pour nous terrifier, nous, pour nous dire vous n'êtes pas de la même unité. Mais il y a un peu des deux, parce que beaucoup sont quand même n'ont pas une culture qui permet de justifier justement cette façon de dire c'est anti-islamique et donc ça ne vaut rien. À l'époque, il n'y a il y avait même du pas ce polythéisme, degré etc., pour beaucoup d'entre eux, je veux dire, de réflexion, si on peut appeler ça une réflexion. Donc il n'y a pas forcément ça. Pour certains, oui. Et il y a l'autre aspect qui est très important, c'est la communication. Donc je crois qu'on est vraiment dans une stratégie où les deux se mêlent. Camille Grand, pourquoi le régime de Bachar el-Assad n'a pas protégé ce qui est donc un trésor national, architectural, patrimonial, essentiel pour la Syrie ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à tenir Palmyre, qui est aussi le site d'une prison, du renseignement militaire syrien, Par etc. contre, les prisonniers ont été exfiltrés et mis dans d'autres prisons. Voilà, par le régime. Prison hautement symbolique. Ouais. Ah oui. Et prison très hautement symbolique. Donc, à mon avis, Peut-être juste dites pourquoi, ça en deux signale mots, deux pourquoi elle est choses. Ça signale symbolique que l'armée, pour les gens qui parce sont que pas... la prison était internée et torturée beaucoup de militants islamistes. Dans les années 80, il y a 1000 islamistes qui ont été tués dans cette prison après un soulèvement mené par les frères musulmans contre Hafez al-Assad, le père de Bachar el-Assad. Et donc il y a eu à ce moment-là 1000 islamistes qui ont été tués dans les années 80. Et donc le souvenir est terrible. Donc, Et cette prison qui avait été fermée avant la Révolution a été réouverte parce qu'il y avait besoin de locaux. Et donc depuis 2011, donc la prison de Palmyre avait repris du service. Voilà. Donc pour en revenir à la question... Ça dit deux choses. Ça dit que l'armée de Bachar el-Assad n'est pas en bon état. Et ça, on en parle par ailleurs. Il faut s'en réjouir. C'est peut-être un espoir pour trouver une sortie un peu politique sur la crise syrienne. C'est-à-dire, c'est l'autre nouvelle de la semaine, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que Bachar tient encore à peu près son système, ou est-ce qu'il est envisageable qu'il soit exfiltré, ce qui pourrait ouvrir la voie à quelque chose entre l'opposition hors État islamique et le système. Ça dit que l'armée n'est pas en bon état, et ça dit quoi d'autre ? Et ça dit aussi que l'État islamique, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, n'est pas aussi dégradé que ce que la stratégie américaine de frappe du août dernier a été efficace. Moi, je suis très frappé au plan militaire que l'État islamique a réussi à mener simultanément une offensive contre Ramadi, une offensive contre Palmyre, arrive à réussir ses conquêtes. Alors on verra si elles sont durables ou temporaires, mais ça signale quand même une organisation qui reste militairement efficace et qui arrive à mener des opérations autres que des attaques suicides ou des opérations de prise d'otages. À propos de Palmyre, le régime a abusé ? Alors, le régime, il a lâché prise devant Daesh, c'est assez clair. Moi, à mon avis, une troisième raison que j'ajouterais à celles qui viennent d'être données, c'est qu'il espérait tirer un bénéfice politique de cette avancée de Daesh, c'est-à-dire une reprise de contact des Occidentaux avec le régime, ce que les Occidentaux n'ont pas fait. Cela dit, depuis 4 ans, le régime pille et détruit Palmyre. Il ne faut pas l'oublier. Le régime d'Assad. Le régime d'Assad. Palmyre et d'autres sites syriens ? Et d'autres sites. C'était le régime qui avait la main sur Apamé. Apamé, on y compte des milliers de fouilles clandestines que le régime a laissé depuis faire. Depuis des dizaines d'années. C'est ça que vous voulez dire. Alors, il y a eu un pillage systématique puisque l'armée, le parti en Syrie, depuis 50 ans, fait ce qu'il veut. Je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes. Hélas, nous n'avons pas le temps. Mais Apamé, qui était sous la coupe du régime, depuis le début de la Révolution, a été entièrement pillé. Donc une tartufferie de plus Donc, au crédit du régime. Et l'armée de Bachar, qui était dans la citadelle de Palmyre, a tiré sur tout ce qui bougeait, touchant les colonnes, dès qu'il y avait un bédouin qui passait. Alors, Nadia. Oui, il y a un nouvel, vous évoquiez l'opposition il y a un instant, il y a un nouvel acteur dans ce conflit syrien et parmi l'opposition sur lequel il va falloir compter, c'est le groupe Jaish al-Fatah, c'est l'armée de la conquête en français. C'est une alliance de groupes djihadistes pour l'essentiel, il y a aussi quelques groupes modérés, mais il y a surtout le Front al-Nosra qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda et c'est surtout une coalition de brigades qui sont opposées à la fois au régime syrien
et à l'État islamique. Leur principal fait d'armes, c'est d'avoir mis la main sur la province d'Idlib à la fin du mois de mars en 5 jours. Ils sont d'une efficacité redoutable. On peut préciser également qu'à cette occasion, ils ont reçu le soutien de l'opposition syrienne en exil. Et ce groupe-là pose un certain nombre de questions. Déjà, on peut se demander ce qu'ils vont faire d'Idlib. D'après le quotidien Le Monde, cette ville, elle va servir de laboratoire, de test pour savoir comment l'opposition peut gérer une capitale provinciale. Et surtout, on peut se demander si aujourd'hui, il faut s'en remettre à ce groupe pour lutter à la fois contre Daesh et contre Bachar el-Assad, malgré sa très très forte coloration djihadiste. Agnès Levallois, qu'est-ce qu'on en fait de ce groupe aujourd'hui? Mais l'important, je crois, pour qualifier ce groupe, c'est de dire que c'est un groupe avant tout syrien, à la grande différence de Daesh, qui est composé à 80% de personnes et de combattants qui ne sont pas des Syriens. Et donc, pour les Syriens, il est beaucoup plus facile, si je puis dire, d'avoir face à elle Jabhat al-Nusra, qui est un mouvement avant tout syrien et qui se bagarre pour la chute du régime Bachar el-Assad et contre Daesh. Donc, aujourd'hui, les qui Syriens... n'est pas contre les intérêts occidentaux aujourd'hui. Non, qui dit qu'elle n'est pas contre. Alors, et ce qui est important de voir, c'est que pour les Syriens, ce front est légitime à agir, est légitime à se comporter comme il se comporte, parce que c'est avant tout un groupe syrien. Est-ce qu'ils se rendent coupables d'exactions au moment de ces prises de ville? Alors, d'après les échos que l'on a... Non, il n'y a pas spécifiquement d'exaction comme peuvent le faire les combattants de Daesh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé, qu'il n'y a pas eu des actes qui étaient des actes tout à fait condamnables. Mais globalement, si on peut parler ainsi, je sais que c'est difficile, mais globalement, ce sont des groupes qui sont beaucoup plus acceptés par la population parce qu'il y a vraiment ce sentiment réel qu'après, on réglera nos comptes entre Syriens. Une fois que le régime sera parti et que Daesh sera parti, eh ben, les laïcs ou ceux qui ne sont pas islamistes se composeront avec ce groupe-là pour l'après. Et ils sont déjà, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux dans cette... Camille Grand, vous disiez tout à l'heure, quand on évoquait Palmyre, l'armée de Bachar el-Assad est en mauvaise posture. Est-ce que ça veut dire... Alors, parlons du régime. Est-ce que le régime est exsangue, comme on le lit ou on l'entend ça et là? Aujourd'hui, le régime tient grâce aux troupes du Hezbollah, à l'argent iranien et aux armes russes. Donc on est quand même sur un régime qui s'appuie très largement sur ses soutiens extérieurs. Non. Et en particulier si l'Iran se retire du jeu, ce qu'il n'a aucune raison de faire parce que ce n'est pas sa logique, le régime de Bachar, en tout cas, deviendrait au maximum une petite composante qui tiendrait le fameux réseau alawite et pas du tout quelque chose qui pourrait tenir le tiers utile de la Syrie, bon an, mal an. Une autre question. Le tiers utile, je suis désolé, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. C'est simplement géographique, c'est-à-dire les grandes villes, la zone autour de Damas, les grandes villes qui va de Damas à Latakia. C'est Damas, le verrou stratégique de la ville de Homs, et qui conduit justement au Djebel Alaouite, qui est la région d'origine de Bachar el-Assad et du régime. Donc des Alaouites. Une autre question concrète. On parle des djihadistes. Est-ce que ce sont toujours des hordes composites, pas du tout homogènes, hirsutes, ou est-ce que c'est une armée hiérarchisée, structurée, enfin une véritable armée comme il y en a d'autres dans plein de pays dans le monde? On ne peut pas dire que ce soit une armée au sens strict, ni dans son organisation, ni dans son équipement. En même temps, les gens de Daesh se sont équipés sur le dos des stocks américains en Irak, se sont organisés. Alors ça reste une force composite. Beaucoup d'Irakiens, des combattants étrangers qui viennent d'ailleurs dans le monde arabe ou évidemment d'Europe et plus loin. Et donc on a cette force assez composite, très encadrée, avec une sorte de contrôle politique très fort. Sur le modèle des armées révolutionnaires que nous avons pu connaître. On parle de djihadisme, mais au fond, le commissaire politique qui contrôle des soldats volontaires qui y croient, on connaît ce modèle. Il y a un côté commissaire politique à la variante Khmer Rouge, c'est-à-dire avec une capacité de vie ou de mort, y compris sur les combattants, dès qu'il y a un doute sur la loyauté d'un combattant ou son C'est ce qu'ont raconté les survivants. Voilà. Est-ce que cela donne à l'arrivée sur le terrain une armée efficace? Ils ont battu l'armée d'Assad, ils battent les milices chiites d'Irak. Est-ce que c'est une bonne armée? Moi, je ne dirais pas qu'ils ont battu l'armée de Assad, parce qu'Assad ne s'est pas bagarré. L'armée de Bachar el-Assad ne s'est absolument pas confrontée. Elle les a épargnés à de nombreuses reprises. Elle les a épargnés à de nombreuses reprises. Et là, quand on voit l'histoire de Palmyre, on s'aperçoit que les forces de Bachar el-Assad ont vidé la prison le plus qu'ils ont pu. Ils ont récupéré les renseignements du site. Et puis après, ils sont partis. Ils ont laissé les armées, enfin les combattants, arriver dans Palmyre. Ça ne me renseigne pas, pardonnez-moi, ça ne me renseigne pas sur la force véritable de cette armée djihadiste. Est-ce que c'est une véritable armée qui peut conquérir des pays? C'est une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui est capable de mener des opérations offensives structurées. Et plusieurs opérations en même temps. Grâce à des moyens militaires qui ont été prélevés essentiellement sur les stocks de l'armée irakienne pris à Mossoul, vous l'avez dit, des armes américaines, et d'autre part qui a un effet de terreur sur ses adversaires. Absolument. Et ça contribue sans doute dans ces victoires militaires. Il y a des moments de débandade de l'adversaire qui savent qu'ils ne sont pas en face de gens avec qui on va négocier
négocier une reddition en bonne et due forme avant d'être remis comme prisonnier de guerre. On veut faire écouter quelqu'un à propos de leur stratégie, enfin de la stratégie. On en parlait depuis tout à l'heure. Hein. Stratégie de la coalition. Il y a face à cette armée composite, une coalition de 60 grands pays, dont nous, et qui bombardent, et pourtant cela continue d'avancer. La ville de Ramadi a été prise par Daesh, juste avant la victoire de Daesh à Palmyre. Et pourtant, on ne change pas une équipe qui perd, on ne change pas une stratégie perdante. Écoutons donc Jeff Radke, porte-parole du département d'État américain, nous rassurer ou nous terrifier. C'était lundi dernier, Jeff Radke. C'est selon. À partir d'aujourd'hui, nous soutenons les forces de sécurité irakiennes et le gouvernement irakien en menant des frappes aériennes et en conseillant les forces irakiennes. Nos avions sont à la recherche de cibles du groupe État islamique et ils continueront ainsi jusqu'à ce que Ramadi soit reprise. Donc, Camille Grand, on fait ce qu'on faisait déjà et qui ne sert à rien. Est-ce que la coalition a décidé de laisser avancer Daesh jusqu'à ce que mort s'en suive? Alors, la stratégie officielle, c'était dégrader et détruire Daesh. C'est ce que nous a dit éradiquer, c'est fini, c'est cuit là. Clairement, les frappes aériennes ont permis une chose, c'était de stopper l'avance de Daesh vers Bagdad et ont sans dout contribué au fait que Tikrit soit reprise à un moment. Et de ce point de vue-là, ça a évité, je dirais, l'effondrement de l'Irak. Ça, je pense que ça a joué un rôle, on peut dire, sur le terrain positif. Le problème, c'est que c'est toutes les ambiguïtés de ces stratégies aériennes. C'est-à-dire qu'on voit bien que sans troupes au sol, la question de l'emporter est à peu près impossible, que l'armée irakienne reste extrêmement faible et se délite dès qu'elle est confrontée à une résistance ou une attaque un peu forte, et que finalement, ce qui reste comme plus solide sur le terrain, c'est des alliés de la coalition qui n'en sont pas, c'est-à-dire des milices chiites et d'autres... les Kurdes. Les Kurdes. Alors, il y a ce système composite au sol, certains qu'on aime bien, les Kurdes, qu'on arme, on a les Allemands les armes. D'autres ne les aiment pas bien. Parler des Turcs Les Turcs, oui, ont tout fait pour les empêcher. Il y a une ambiguïté, me semble-t-il, dans cette stratégie et qui est démontrée aujourd'hui sur le terrain de la coalition. C'est que finalement, la coalition agit à la demande du gouvernement irakien et qu'on a voulu dissocier d'une certaine manière la situation de la Syrie. Et je crois que l'ambiguïté de la stratégie que l'on voit aujourd'hui avec l'histoire de Palmyre, c'est que cette ambiguïté où on va en Irak, les Français disent toujours nous, on ne veut pas attaquer la Syrie parce qu'attaquer en Syrie, il y a d'autres conséquences que le gouvernement syrien ne nous a pas demandé de venir, les Russes sont derrière, et donc on est en train de payer, si vous passez cette expression, très cher le fait qu'on a voulu dissocier, alors qu'un des problèmes quand même de toute cette situation, c'est la présence de ce gouvernement de Bachar el-Assad à Damas aussi. Une dernière question, Daesh bénéficie-t-il de soutien, de complicité, autre que celle que l'on connaît, que l'on nomme régulièrement En Syrie, Daesh n'a pas beaucoup de soutien, même si le gouvernement de Bachar el-Assad a facilité, a favorisé et joue sur cette composante. En revanche, en Irak, il y a un vrai soutien de la part d'une composante de la population irakienne sunnite à Daesh en raison du comportement sectaire du gouvernement de Bagdad. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Au-delà de la région, au-delà de la situation locale, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui continuent à accorder une priorité claire à la chute de Bachar, et qui, de ce point de vue, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, et qui, de ce point de vue-là, je dirais, sont ambigus, non pas parce qu'ils soutiennent Daesh, ils font partie d'ailleurs de la coalition, mais parce qu'ils sont dans une position pas toujours clair, par exemple, sur la manière dont Daesh arrive à exporter ses revenus pétroliers à travers le territoire turc. C'est un vrai sujet. Camille Grand, question très simple. Est-ce qu'on verra un jour les troupes de Daesh, là, ces barboudos, entrer dans Bagdad ou dans Damas, comme on a vu les talibans entrer dans Kaboul? Moi, j'y crois pas forcément parce que ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de mener une offensive de ce type. En même temps, il me semble qu'on s'engage malheureusement dans un conflit de très longue durée avec la capacité de Daesh à être en quelque sorte résilient, comme le sont les talibans en Afghanistan. On n'a pas fait disparaître les talibans et là, on risque d'avoir... Longue durée, c'est quoi 10 ans, 30 ans J'ai l'image d'une guerre de 30 ans, avec y compris tout le côté recomposition des frontières, etc., est une image assez parlante, me semble. Très bien.